Elle dit « l'amazigh est également langue officielle en tant que patrimoine commun de tous les Marocains ». C'est-à-dire qu'on a inventé une notion tout à fait intéressante pour le sociolinguiste, c'est-à-dire qu'une langue devient le patrimoine de gens qui ne la parlent pas et qui ne l'ont pas reçue. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que c'est pas une volonté, au fond, de dépossession, tout simplement? Au fond. Donc, il n'est pas question de reconnaître votre langue en tant que votre langue. On reconnaît éventuellement quelque chose en tant qu'élément du patrimoine commun dont nous ferons ce que nous voulons. Et dans les limites que nous déciderons. On est dans la négation des droits, tout simplement, des droits linguistiques des gens, tout simplement. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux être que d'accord avec vous. Bon, après, les formes juridiques sont très complexes, parce qu'on peut imaginer aussi des situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus... les organisations juridiques, les formes de fédéralisme, les formes de coefficialité sont diverses de par le monde. Mais si vous voulez, pour continuer un peu à filer ces comparaisons internationales, parce qu'elles nous permettent souvent de bien comprendre ce qui se passe et les enjeux. Dans un papier qui va bientôt paraître, j'écrivais, moi, à la limite, je trouve sans intérêt que le berbère soit langue officielle ou figure sur les entrées de ministère, si au fond nous sommes condamnés à nous retrouver dans la situation de l'Irlande. Vous savez que la première langue officielle de l'Irlande, c'est le gaélique. Point. Il y a 2 ou 3% de gens qui parlent encore le gaélique, c'est-à-dire que la langue officielle réelle, c'est l'anglais. On est exactement à mon avis, on nous pousse dans cette situation, vers ce type de configuration. Une reconnaissance symbolique pour quelque chose qui est de plus en plus marginal et de plus en plus en régression. Voilà. Et si on veut que ce ne soit pas ce type de configuration, eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que des configurations qui reconnaissent clairement, nettement, le droit des berbérophones à vivre dans leur langue, dans la totalité des aspects de la vie sociale. Allez-y. Monsieur le professeur Chacar, bonjour. Moi, j'avais préparé plein de questions, mais déjà, le professeur Chacar a dessiné. Moi, je voulais justement lui poser la question, en tant qu'observateur privilégié de Tamazight, identité et langue, quelle était sa vision pour l'avenir. Donc, entre-temps, il a déjà répondu en partie. Alors, j'ai quand même une petite parade. Je me dis qu'il y a une tradition de résistance chez nous. Et je crois que dans le conscient et l'inconscient des Imazighen, il est hors de question qu'on renonce de génération en génération à nos droits, identité et langue. Donc ça c'est nous. Et à côté de cela, il y a une injustice. Il y a des régimes qui décident, comme le disait le professeur Chacar, de ce que sont ces pays. Notamment, on les définitions, voilà, pour arranger tout le monde, islamité, arabité et amazérité. Ce que moi, personnellement, je conteste, qui est un non-sens par rapport à l'histoire de ce pays, par rapport à son identité profonde. Donc, au-delà de reconnaître les droits des régions berbérophones en Afrique du Nord, je crois qu'il y a, alors c'est la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on persiste sur cette
revendication fondamentale de l'identité amazigh première de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Libye. Sachant qu'il y a quand même une force à l'œuvre. Moi je dis,